Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Alors, je commence une nouvelle série de vidéos dans lesquelles j'avais envie de partager des points clés d'interprétation du thème astrologique. J'ai fait de très nombreuses vidéos sur les planètes et sur leur interprétation vraiment spécifique, hein, une planète dans un signe, voire dans une maison. Et dans cette vidéo, j'avais envie de reprendre un peu de façon plus synthétique les grandes thématiques, les façons un peu dont les planètes s'expriment, en vous donnant quelques exemples. Et dans une prochaine vidéo, je traiterai d'autres aspects du thème astrologique. Par exemple, je pourrais vous reparler des nœuds, je pourrais vous parler, alors on m'a demandé aussi de parler des maisons interceptées. Bon, il y a des thématiques comme ça que j'ai peut-être plus ou moins exploitées dans d'autres vidéos, que je pourrais aborder dans cette nouvelle série de vidéos. Donc là, je vais vous parler des 10 planètes principales ainsi que de l'ascendant, en vous donnant, comme je le disais, quelques exemples. Je vais commencer par vous parler du Soleil. Et attention, hein, j'insiste vraiment là-dessus, mon astrologie s'inspire des livres d'Alice Bailey, l'approche de l'astrologie ésotérique. Donc si vous n'êtes pas familier avec cette astrologie-là, voire que vous avez déjà des connaissances dans d'autres branches de l'astrologie, vous pourrez avoir l'impression qu'il y a des décalages, voire parfois aussi des oppositions entre ce que vous connaissez déjà et ce que je vais vous proposer. On va dire c'est normal, hein, voilà, il y a de nombreux courants en astrologie. L'idée, c'est tout simplement de vous faire confiance par rapport à ce que vous pourrez ressentir, penser de ce que je vais vous proposer ici. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, voire que vous n'êtes pas du tout en accord avec ce qui est proposé là, vous laissez, vous passez à autre chose. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous parler déjà du Soleil et puis de Saturne. Donc le Soleil, tel qu'il est vu en astrologie ésotérique, il va représenter l'individualité, le moi-je. Il est dans le signe dans lequel il se trouve, il nous indique les grandes qualités, les traits de caractère, la façon d'être et une certaine créativité, c'est-à-dire une expression de soi. Le Soleil est rayonnant, donc il nous incite à nous connaître et à rayonner en fonction, encore une fois, du signe et de la maison dans lequel il se trouve. Donc voilà, il représente la personnalité de manière globale, synthétique, le caractère, la façon d'être. Il peut aussi nous permettre de manifester certains talents, certaines capacités, et donc il nous amène aussi à nous distinguer les uns des autres. L'individualité, c'est la capacité à dire voilà qui je suis, et en fonction de qui je suis, voilà ce que j'exprime dans ma vie. Donc quand on dit voilà que l'on est du signe du Taureau, que du signe du Cancer, du signe de la Balance, c'est donc notre Soleil qui va exprimer les qualités du signe dans lequel il se trouve. Après, encore une fois, il faut regarder aussi la maison, mais ça ne fait pas tout quand même au niveau de notre personnalité, dans le sens où les autres planètes, notamment des planètes qui sont proches du Soleil, telles que Mercure et Vénus, mais aussi Saturne, dont je vais vous parler là, qui elle peut être n'importe où dans le zodiaque, quelle que soit la position du Soleil, nous enrichissent et viennent peut-être soit accentuer, soit tempérer certains traits de notre signe solaire. C'est pour ça que quand on décrit un signe astrologique, donc le Soleil dans un signe, on peut se reconnaître, mais pas non plus complètement, puisqu'encore une fois, il y a d'autres spécificités, d'autres traits qui peuvent être apportés par les configurations astrologiques. En astrologie ésotérique, on dit en fait que c'est l'âme qui choisit le thème astrologique que l'on va avoir, et donc elle choisit la famille, le lieu, l'heure, dans lequel on va revenir en incarnation. C'est une espèce de bilan de ce qui a été réalisé, de l'évolution de la conscience de la dernière incarnation. Et donc, nous revenons avec une poursuite en quelque sorte de programme d'évolution. Ce que nous avons développé dans la précédente incarnation va nous servir de point d'appui. Et là où nous avons éventuellement, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, c'est pas très exact non plus, mais c'est pour faire simple. Là où nous avons fauté, nous aurons aussi des choses à corriger. Et ça, nous allons le voir notamment avec Saturne, puisque c'est la planète du karma. Le Soleil est aussi considéré en astrologie ésotérique comme l'outil que l'âme tend à utiliser pour s'exprimer. C'est un vecteur, un moyen pour elle de s'exprimer, mais ça n'est pas une finalité. C'est-à-dire que
Encore une fois, on est bien plus que notre signe solaire astrologique et même notre soleil doit pas forcément s'estomper, mais devenir à un moment donné moins prépondérant que l'âme et son objectif. Et ça va nous être montré par l'ascendant. L'ascendant, c'est le chemin d'évolution de l'âme et donc les qualités, les thématiques du signe dans lequel se trouve notre ascendant est censé prendre de plus en plus d'importance alors que nous évoluons en âge. Il participe notamment à la fameuse crise de la quarantaine, qui est un moment un peu de réorganisation des priorités, où il y a une forme de pression de l'âme qui s'exerce pour dire, OK, tu as vécu en tant que personnalité, c'était exact, c'était un objectif à atteindre, mais maintenant, il est temps que tu me laisses un peu plus la place et donc les qualités du signe dans lequel se trouve l'ascendant vont chercher à être sur le devant de la scène et à utiliser les qualités, les thématiques, les capacités développées par la personnalité et donc le soleil pour s'exprimer. Donc j'en reparlerai à la fin de la vidéo quand je traiterai de l'ascendant. Alors, donc ça c'était pour le soleil, donc la personnalité, l'outil de l'âme. Ensuite nous avons donc Saturne. Alors évidemment vous pouvez aller voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur le soleil et donc les qualités, les spécificités de chaque signe astrologique. Passons maintenant à Saturne, pareil, il y a plein de vidéos aussi consacrées à l'interprétation de Saturne dans les 12 signes du zodiaque. Saturne c'est environ 2 ans et demi, son temps dans un même signe. Et donc Saturne est considéré comme la planète du karma et le maître du temps en astrologie ésotérique. Elle est très reliée à l'intelligence créatrice. On va parler de rayon 3. Alors si vous ne connaissez pas les rayons, passez. Sinon, si ça éveille votre curiosité, n'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne et puis sur d'autres qui traitent aussi de l'astrologie ésotérique et de l'enseignement des livres d'Alice Bailey, donc des rayons. Parce que c'est une partie de l'identité, c'est même la partie principale de l'identité des planètes. Donc l'intelligence créatrice. Saturne va nous montrer, pardon, dans notre thème de naissance où nous sommes porteurs d'un certain karma. Alors attention, parce que la notion de karma, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a tout autant ce qu'on pourrait considérer comme étant le karma positif, vraiment pour faire simple, et il y a le karma que l'on pourrait considérer comme étant négatif. Le karma positif, c'est en gros tout ce que nous avons su développer en termes de conscience, mais aussi en termes de capacité, de qualité, et que nous allons pouvoir réactiver, réactualiser dans cette présente incarnation. Et le karma dit négatif, et c'est ce que nous montre Saturne. Saturne nous montre là où nous avons, entre guillemets, fauté, c'est-à-dire où nous n'avons pas été en adéquation avec les grandes lois spirituelles. Nous nous sommes un peu écartés du chemin. Donc nous avons pu faire preuve, par exemple, avec Saturne en balance, d'injustice, ou vivre des injustices qui nous ont marqués et qui ont créé aussi un peu une forme un peu de repli sur soi. Enfin, on n'a pas peut-être su se défendre face à certains types d'injustices, et donc on revient avec ce karma-là à travailler. Et donc Saturne va nous indiquer, selon le signe habité, donc là j'ai pris l'exemple de la balance rapidement, quelle est effectivement cette qualité, ces thématiques karmiques que nous portons, et là où nous allons devoir les travailler. En fait, on n'a pas franchement le choix, dans le sens où Saturne nous plonge dans des situations, déjà en commençant par notre contexte de vie, notre contexte familial, où notre karma va être réactivé. Donc par exemple, si j'ai Saturne en balance, il y a de fortes possibilités que je vive de l'injustice dans mon enfance, que ça vienne de ma famille, que ça vienne de l'environnement, une forme d'injustice ou peut-être de trahison ou d'abandon. C'est très relié à la balance. Oui, à la balance. Donc ça, je vais l'expérimenter parce que je l'ai déjà vécu dans de précédentes incarnations et j'ai pas réglé le truc. Donc soit j'ai déjà été une victime d'injustice, mais je m'en suis pas entre guillemets sortie. Soit j'ai moi-même été quelqu'un qui a commis des injustices et donc je porte ce karma-là. Donc Saturne nous montre là où nous avons un certain karma et en fait là où va être activé donc notre intelligence et notre sens des responsabilités. C'est pour ça aussi qu'en astrologie ésotérique, on la considère comme la planète des opportunités. C'est-à-dire qu'elle nous amène à nous
saisir de nos manques ou de nos excès pour corriger, rectifier les choses et de là nous enrichir des expériences traversées et même des crises vécues pour ensuite aussi pouvoir apporter à d'autres, à la société, ce que nous avons nous-mêmes travaillé en profondeur. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'elle est considérée comme la planète de l'intelligence créatrice, des responsabilités, de l'implication, de la structuration, des choix conscients. Mais évidemment, cela va dépendre de notre niveau de conscience, cela va dépendre de notre capacité à pouvoir vraiment se saisir de ce travail à réaliser, parce qu'on peut tomber aussi dans une forme de victimisation. Par exemple, encore une fois, avec Saturne en Balance, je suis constamment victime d'injustice. Alors constamment, je vais régulièrement être victime d'injustice ou d'abandon, de trahison. Donc si je tombe dans la victimisation, je vais dire pauvre de moi, c'est les autres, ils y comprennent rien, je suis maltraitée. Et donc, en fait, je ne change rien puisque je me considère en tant que victime assez passive quelque part. Par contre, si je me dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de comprendre, il y a peut-être un positionnement que je dois revoir dans mes relations aux autres, il faut peut-être que je m'exprime différemment, il faut peut-être que je sois plus conscient aussi de ce que vraiment je pense, ce que je dis, ce que je fais, parce que peut-être que je suis pas complètement alignée, pas complètement authentique, peut-être que j'accepte des choses qui en fin de compte ne me conviennent pas réellement et que donc je crée aussi, je participe, je ne suis pas l'unique créateur, le co-créateur de ces situations d'injustice. C'est ça en fait que nous amène à travailler Saturne, c'est voir ce qui ne fonctionne pas et de là agir en fonction de nos possibilités pour le plus possible redresser les choses. On va avancer très certainement à tâtons, on va le faire avec essais-erreurs puisque ça va faire remonter des peurs, ça va faire remonter aussi des mécanismes un peu bloquants. Donc voilà, on va avancer tant bien que mal pour redresser ces injustices. Donc par exemple, Saturne en Balance peut donner aussi le fait d'être tellement sensible aux injustices qu'on va travailler dans un domaine ou qu'on va avoir une activité où les notions de justice, justesse vont être particulièrement présentes. On risque de tomber peut-être pendant un certain temps dans une posture un peu de justicier, avec une hyper réactivité à l'injustice. On va le voir de façon très personnelle, très égocentrée, mais on va le travailler pour le coup, puisqu'on va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans notre désir, dans notre projection à vouloir apporter plus de justice. Ça va nous faire travailler jusqu'au moment où on va, là encore, c'est une histoire de conscience, comprendre ce qui fonctionne pas, comment adapter une posture juste. Et là, ça peut devenir une vraie richesse et donc quelque chose que l'on peut apporter aux autres pour vraiment contribuer à amener plus de justice, de justesse dans ce monde, dans le domaine dans lequel nous pouvons intervenir. La planète Saturne est très reliée au Capricorne, vraiment très reliée, à tel point que, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un thème astrologique d'un Capricorne, à savoir Martin Luther King, elle peut vraiment nous donner des pistes intéressantes pour les Capricornes, du type de métier, d'activité professionnelle que l'on peut créer, que l'on peut manifester, vers lequel on peut aller. En gros, notre orientation professionnelle. Donc les Capricornes, si vous ne savez pas, en général, vous avez plutôt une vision claire, mais s'il y a un peu des blocages pour voir clairement quel est votre domaine professionnel, ce qui peut vous correspondre, allez voir où vous avez Saturne dans votre thème, ça va vous donner des pistes. Ce ne sera pas la seule réponse, encore une fois, il faut vraiment regarder un thème dans sa globalité. Le Soleil, évidemment, va vous dire aussi ce qui peut vous correspondre, Vénus, Mercure, parce que c'est lié aux apprentissages, à l'intellect, tout le champ des connaissances. Mais Saturne, pour le Capricorne, ça marche plutôt bien. Voilà, moi qui fais pas mal de consultations astrologiques avec tout type, on va dire, de signes, et notamment des Capricornes, à chaque fois, quand on parle de Saturne, on voit que le métier qu'ils exercent est très en lien avec une expression liée à leur positionnement de Saturne dans leur thème de naissance. Donc pour Martin Luther King, qui était donc Capricorne, Soleil en maison 9,
il avait donc Saturne en Sagittaire, qui est d'ailleurs le 9e signe du zodiaque. Donc, autant dire qu'il s'était inscrit dans son thème astrologique qu'il avait une fonction quand même de guide. Il était là pour faire avancer les choses dans, j'allais dire un peu dans le domaine, dans la communauté qui était la sienne, avec aussi la notion très capricorne quand même. Hein, ça peut être relié au droit, ça peut être relié à à, tout ce qui est un peu aussi gestion, administration, mais au sens vraiment large du terme. Hein. C'est la politique aussi, c'est la gouvernance. Donc avec Saturne en Sagittaire, en plus en maison 8, hein, donc la maison du Scorpion, c'est une maison plutôt de crise, d'épreuves, de conflits, avec l'idée de pouvoir transformer, transmuter les choses, révéler aussi ce qui peut être un peu caché, enfoui, ce qui est sombre, et donc transformer pour élever et donc amener plus de lumière. Il avait ce côté combatif que l'on trouve avec le Scorpion, et ce côté un peu aussi, encore une fois, on va de l'avant, quoi. Avec le Sagittaire, on est là pour faire avancer les choses et pour peut-être, oui, pointer vraiment du doigt ce qui n'est pas correct, juste, là où il peut y avoir des différences de traitement, là où il peut y avoir des choses vraiment sombres. Donc voilà, une fonction très encore reliée à cette notion de gouvernance du Capricorne et de progrès. Faire progresser les choses, c'est la fonction de Saturne en Sagittaire. Donc voilà pour ces deux premières interprétations. Continuons avec les deux planètes qui gouvernent le développement du mental, de l'intellect, à savoir Mercure et Vénus. Alors Mercure, c'est vraiment la planète des connexions. S'il y a un mot à retenir concernant Mercure, c'est cette idée de connexion qui peut se décliner avec d'autres mots synonymes, à savoir relation, lien, médiation. C'est la planète aussi de la communication. Là aussi, il faut prendre au sens large du terme. Communication veut dire aussi expression, donc écrite, orale, mais ça peut être aussi artistique, physique, et s'exprimer aussi dans le mouvement à travers aussi le corps. Mercure, d'ailleurs, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même intéressant. Selon le signe dans lequel elle se trouve, peut aussi nous montrer notre type un peu de débit verbal. C'est-à-dire, est-ce que j'ai plutôt tendance à parler doucement ou à parler rapidement, fort ou de manière plutôt discrète? Ça aussi, quand on regarde dans quel signe Mercure se trouve, ça nous donne vraiment des indications sur notre façon de communiquer dans la forme, mais aussi dans le fond. Elle est reliée, elle gouverne, elle véhicule le rayon 4, hein, qui est un grand rayon de conflit, de dualité, mais ce sont des conflits qui visent à atteindre une certaine harmonie. Hein. C'est les dualités qui sont nécessaires pour, j'allais dire, un peu faire avancer les choses. Mais parce qu'elles font partie du plan des formes, hein. C'est le yin, le yang, le féminin, le masculin, le chaud, le froid, ici, ailleurs, aujourd'hui, demain, enfin voilà, toutes les grandes dualités. Mercure, c'est la planète qui les connecte, qui les met en relation. Elle est très reliée au niveau de l'intellect, à ses capacités donc de vivacité d'esprit, de curiosité, oui, de pensée aussi un peu changeante. C'est pas très très stable au départ, Mercure. On peut penser ceci, mais on peut aussi penser cela. Mais ça va dépendre aussi du signe dans lequel elle se trouve. Mercure est très reliée aux Gémeaux, c'est l'une des planètes maîtresses de ce signe. Elle est également reliée à la Vierge, mais pour le coup, elle ne va pas s'exprimer de la même façon chez les Gémeaux et chez la Vierge, puisque là, on a un signe d'air, donc qui est lui-même un signe plutôt fluide, plutôt changeant. Donc là, on a une pensée qui peut aller très vite, qui est très ouverte, qui aime apprendre, mais par contre, qui n'est pas forcément au départ très stable. C'est très changeant, mes centres d'intérêt, parfois aussi mes humeurs peuvent être très changeantes. Tandis que chez la Vierge, qui est un signe de terre, on a un Mercure qui aura déjà tendance à plus à approfondir les choses. C'est pas encore comme Vénus. Hein. Vénus, on est vraiment dans le mental concret, un peu studieux, hein, de l'élève qui aime bien maîtriser un sujet. On va garder une certaine fluidité, mais quand même, avec la Vierge, on stabilise les centres d'intérêt et on va chercher à un peu plus maîtriser certains sujets, mais on va garder une certaine
ouverture quand même, voilà. Et puis, Mercure en Vierge, c'est aussi ce conflit d'aller voir parfois un peu ailleurs de ce qui est pensé communément, parce que les signes de terre peuvent être assez sujets à la cristallisation et une forme de rigidification de la pensée. Donc Mercure, c'est aussi une forme de vigilance pour dire attention, hein, reste l'esprit ouvert, ne deviens pas trop focalisé, voire parfois presque limite, hein, attention, hein, c'est limite fanatique, sinon tu vas t'enfermer dans un certain type de fonctionnement, de croyances, de valeurs. Donc voilà, Mercure est aussi là pour ouvrir l'esprit. C'est la pensée en arborescence, c'est la capacité d'apprendre avec souplesse et ce plaisir aussi, hein, d'apprendre, de traiter l'information, d'interpréter l'expérience aussi, hein. Mercure et Vénus vont vraiment jouer ce rôle de pouvoir en quelque sorte tirer les leçons d'une expérience vécue. Qu'est-ce que je comprends de ce que je vis, et donc qu'est-ce que quelque part j'en fais, hein, de cette expérience. Et puis son objectif à Mercure, c'est d'amener à une forme de synthèse, c'est-à-dire je peux aller chercher des tas d'informations, je peux connecter des tas d'éléments différents, mais à un moment donné, ben, il va quand même falloir que je produise une synthèse. Et ça fait partie des capacités et du rôle de Mercure. Donc sa position dans le thème nous montre un peu notre type de façon, enfin notre façon de penser, notre, comme je disais, façon de nous exprimer, et nous montre aussi ce que l'on va particulièrement aimer apprendre. Comment on apprend, et avec la maison dans laquelle elle se trouve aussi, le type de sujet, de domaine, d'approche, de technique que l'on peut particulièrement aimer apprendre, là où notre mental va quelque peu se focaliser pour voilà, aller chercher des informations, se développer également. Il y a une sensibilité aussi à la beauté à travers Mercure. Et comme je le disais, donc c'est la planète maîtresse des Gémeaux et de la Vierge au niveau de la personnalité, et également du Bélier, mais là au niveau de l'âme, hein, puisque la planète de la personnalité au niveau du Bélier, c'est Mars. Mercure est la planète de l'âme au niveau du Bélier, et là son rôle de connexion permet, quand on a développé une certaine déjà connexion à l'âme, de rendre ce signe de feu capable de capter des grandes idées. C'est un signe qui peut avoir des inspirations, des idées que l'on va qualifier de pionnières, c'est des idées d'une grande créativité, c'est l'esprit d'entrepreneuriat, c'est la capacité aussi à sortir des sentiers battus pour initier de nouvelles possibilités. Donc ça, c'est Mercure au niveau de l'âme en Bélier. Donc Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc ça veut dire qu'elle n'est jamais loin de notre signe solaire. Elle peut être dans le signe solaire, mais elle peut être soit dans le signe suivant, soit dans le signe précédent, hein. Donc là, j'ai pris l'exemple de Vincent van Gogh qui avait son Soleil en Bélier, et également donc Mercure, mais Mercure aurait pu être en Taureau comme il aurait pu être en Poisson, voilà. Donc là, il est en Bélier. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu quand même, à son niveau à lui, hein, un mental, un intellect de pionnier, puisque ben, il a fait partie des grands peintres qui ont lancé un nouveau courant dans la peinture, ce qui d'ailleurs lui a valu d'être plutôt incompris. Il n'a pas connu le succès matériel dans sa vie, mais il avait une capacité aussi, avec son Soleil et Mercure en Bélier en maison 10, qui est la maison du Capricorne, d'atteindre un vrai niveau de maîtrise, et qui fait que voilà, ces peintures sont reconnues et seront très certainement toujours appréciées dans des dizaines, des centaines d'années. Il a été un peintre marquant de notre civilisation, si je puis dire. Après, je pense que Mercure et le Soleil en Bélier en maison 10 devaient donner à son caractère aussi un côté quand même très têtu. Je pense que c'était pas forcément quelqu'un de facile à vivre. Je pense même qu'il devait avoir par moments un vrai mauvais caractère, si je puis dire. D'autant plus aussi qu'il avait, je vais y venir, donc Vénus en Poisson, ce qui veut dire que il avait un caractère très certainement fort, une tendance aussi à s'isoler, mais une grande sensibilité, une très grande, peut-être même un peu émotivité. Donc c'était quelqu'un qui à la fois pouvait avoir un tempérament fort, mais être facilement blessé, affecté, et donc voilà, émotionnellement un peu, si je puis dire, instable.
pour ne pas dire torturées. Alors attention, hein, toutes les personnes qui ont Vénus en Poisson ne sont pas forcément des personnes torturées, mais il y a une sensibilité forte de toute façon avec Vénus en Poisson. Après, il faut aller voir aussi évidemment le contexte de vie, et comment voilà, on a été soutenu, encouragé dans notre développement et dans notre croissance. Donc Vénus, justement. Alors Vénus, dans l'astrologie classique, elle est considérée comme la planète de l'amour. Ça n'est pas euh, faux en astrologie ésotérique, mais c'est pas le point essentiel, parce qu'on va dire que Vénus, elle a pour fonction de révéler l'amour, et vraiment l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour au sens spirituel, au sens divin du terme. Mais au départ, c'est une planète qui va également nous montrer là où nous pouvons nous intéresser à des sujets donnés et, comme je le disais, de façon un peu plus studieuse, organisée, structurée, rationnelle, concret. On est un peu loin de l'amour, mais c'est quand même une forme d'amour dans le sens où c'est de l'intérêt. Voilà, c'est voilà ce qui m'intéresse et voilà ce à quoi je peux être sensible selon la configuration de, alors Mercure d'un côté, mais aussi Vénus, avec là encore une fois plus cette capacité à stabiliser un centre d'intérêt et vraiment aussi à exprimer à travers le mental, l'intellect, une forme de créativité. C'est la créativité par les idées. Donc son rôle en fait est de développer les trois aspects du mental. Le mental concret, qui est le mental que l'on utilise pour apprendre, traiter l'information, mémoriser, on va dire un peu fonctionner au quotidien. Le mental de cœur, qui est le niveau du mental qui nous permet de rentrer en contact avec l'âme. Et donc là, effectivement, hein, quand Vénus arrive au niveau du mental de cœur, elle nous ouvre les portes de l'amour. Et Vénus en Poisson, dans le cas par exemple de Van Gogh, c'est une Vénus qui quand même déjà touche à l'amour, parce que le Poisson fait partie des grands signes d'amour du zodiaque. Donc aussi le côté voilà sensible et sensible au beau, à l'amour et à des grandes qualités que l'on peut qualifier aussi de spirituelles. Et au-dessus du mental de cœur, il y a le mental abstrait, qui est le mental sur lequel on va trouver les grandes idées, hein, les idées, les lois, les grands concepts. Donc là, on est sur voilà, le niveau du mental abstrait, et Vénus nous aide à développer ces trois aspects du mental et à les connecter, voire à un moment donné aussi à les faire fusionner. Mais ça, c'est quand on atteint un certain niveau de conscience. Donc c'est la planète de la pensée plutôt concrète, cartésienne. Hein, je l'appelle la planète du bon élève quelque part. Mais évidemment, hein, selon le signe dans lequel elle se trouve, elle peut donner plutôt l'élève rêveur, ou alors plutôt artistique, avec une sensibilité, comme avec Vénus en Poisson ou Vénus en Cancer, où on aura plutôt une sensibilité tournée vers les sens artistiques et l'imagination. Alors que si on a Vénus en Taureau, en Vierge ou en Capricorne, on sera beaucoup plus pratico-pratique. C'est pas qu'on va chercher à construire des choses, mais il y a un côté très terre à terre dans ces configurations-là. Bon, évidemment, hein, c'est qu'un petit aperçu de ces interprétations, puisqu'il faut creuser davantage. Il faudrait creuser davantage chaque signe. Vénus nous permet aussi de développer l'intellect pour atteindre le plan de l'intuition, parce que le plan de l'intuition, c'est un plan qui est supérieur au plan mental, on l'appelle le plan bouddhique, et donc le rôle de Vénus, mais aussi Mercure, hein, et Neptune. Ce sont des planètes qui nous accompagnent dans le développement du contact avec le plan de l'intuition. Donc Vénus nous aide à révéler l'amour, l'unité, qui est une autre en fait expression de l'amour, parce que l'amour au départ c'est très émotionnel, c'est très personnel, affectif, c'est le désir essentiellement, ce sont les intérêts personnels, donc c'est moi qui aime, alors que l'amour c'est quand même une qualité fondamentale que l'on peut contacter et que l'on peut irradier, et ça veut dire que c'est pas que l'on aime, c'est qu'on est amour. Voilà, ça c'est le chemin d'évolution, et Vénus est vraiment une planète, alors il y a Jupiter aussi qui est intéressante pour cela, qui peut nous guider pour de plus en plus, non pas aimer, mais être, incarner cette énergie d'amour, la révéler. Et ce qui veut dire qu'on est en capacité d'incarner l'amour et donc de le rayonner. Voilà.
Donc ça se manifeste d'abord à travers le désir, mais on évolue. C'est une planète qui est directement reliée au Taureau et à la Balance sur le plan de la personnalité. Elle gouverne également dans le zodiaque les maisons 2 et 7, Mercure gouvernant les maisons 3, Gémeaux, et 6, Vierge. Et donc, elle gouverne également le Gémeaux, mais sur Vénus, mais sur le plan de l'âme. Et donc là, ça donne en fait une capacité pour les Gémeaux qui sont en connexion avec l'âme et qui travaillent avec Vénus, de devenir ce qu'on appelle des messagers divins, c'est-à-dire des personnes qui peuvent contacter grâce à Mercure au niveau de la personnalité et Vénus au niveau de l'âme, des informations, des messages qui proviennent des plans supérieurs et qui vont pouvoir les retransmettre. Voilà, il y a une notion aussi de transmission avec des planètes telles que Mercure et Vénus. Donc Vénus représente au niveau de l'astrologie ésotérique l'union du cœur et du mental. Et donc concernant Van Gogh, voilà, une Vénus en Poisson, c'est un mental, un intellect qui est beaucoup donc dans la sensibilité, mais aussi avec des capacités d'inspiration et d'imagination, où oui, il peut rentrer sur des plans qui lui donnent accès dans son domaine à lui, donc qui était un domaine artistique et donc de la peinture, qui donne accès à des inspirations et qui lui permettent aussi de révéler une certaine forme d'expression de la beauté, de l'harmonie. Voilà, c'est comme ça, si je puis dire très rapidement, qu'a pu s'exprimer sa Vénus en Poisson. Mais voilà, qui faisait aussi qu'il avait très certainement une sensibilité, une émotivité particulièrement exacerbée. Donc voilà pour Mercure et Vénus. Continuons avec Jupiter. Donc Jupiter représente là où la conscience cherche à être développée. C'est tout un travail d'évolution et un programme d'évolution de la conscience que nous montre Jupiter, assez proche de l'ascendant, mais de façon plus comment dire, très présente dès l'enfance, qui va se développer avec les années. Mais au départ, elle va nous montrer là où justement il peut y avoir des manques, puisqu'il y a un travail d'évolution, de développement de la conscience. Le rôle de Jupiter, c'est de nous permettre de vivre des expériences, de faire des rencontres, d'acquérir aussi des connaissances qui vont nous amener à développer notre conscience et à développer les qualités du signe dans lesquelles elle se trouve. Mais au départ, ça peut se traduire par le désir, c'est-à-dire qu'elle nous montre ce que l'on peut désirer, ce que l'on va rechercher, et donc elle va nous conduire effectivement à vivre des expériences spécifiques pour développer notre conscience. Donc par exemple, si on a Jupiter en Sagittaire, c'est un appel vers l'ailleurs, vers l'étranger, vers les découvertes, l'exploration, vers éventuellement aussi la spiritualité. Alors ça peut d'abord passer par des apprentissages un peu poussés, faire des études élevées. Mais ça peut être aussi le chemin et l'éveil spirituel avec Jupiter en Sagittaire. Mais ça veut dire qu'au départ, il peut y avoir des manques. C'est-à-dire que peut-être que je suis née dans une famille qui n'est pas très ouverte sur le monde, pas très ouverte à la différence, peut-être un peu, je sais pas si c'est le terme, classique ou limitée dans, oui, encore une fois, dans son ouverture, dans ses façons de voir le monde, un peu pensée unique presque, bon, si c'est vraiment extrême à ce point-là. Et donc Jupiter en Sagittaire va me stimuler à sortir des sentiers battus, aller, ça peut être par le voyage, ça peut être, comme je disais, par les apprentissages, qu'ils soient universitaires ou qu'ils soient spirituels, ou les deux. Je vais découvrir des choses qui ne m'ont pas été au départ transmises par ma famille, et ça va m'enrichir. Ça va aussi me faire un peu vibrer intérieurement, puisqu'encore une fois, il y a une notion quand même au départ de désir. Mais en fait, ce désir va se transmuter comment dire, en impulsion de l'âme qui nous dit, oui, vas-y, parce que c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te faire évoluer, c'est ça qui va nourrir ta conscience. Et à partir de là, à partir du moment où on vit ces expériences et on s'enrichit, elle nous dit aussi ce qu'en conscience, on peut apporter
aux autres. Donc si j'ai Jupiter en Sagittaire, donc je suis inspirée et j'ai des opportunités de vivre des expériences qui vont m'enrichir, qui vont me faire découvrir d'autres choses. Et donc, je suis guidée hein, quelque part et je peux développer aussi ma capacité à devenir un guide parce que c'est ça qui est le Sagittaire, hein, c'est le signe des guides, c'est le signe donc des explorateurs, des aventuriers. Et donc, je peux devenir quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, et en fonction de la maison dans laquelle se trouve Jupiter en Sagittaire, je vais effectivement avoir la possibilité de, peut-être l'envie en tout cas de guider avec cette notion, encore une fois, qui peut se décliner de tas de façons différentes, hein, de qu'est-ce que veut dire guider pour moi. Est-ce que ça va être enseigné? Est-ce que ça va être du coaching? Est-ce que ça va être de la thérapie? Est-ce que ça va être artistique? Est-ce que ça va être scientifique? Peu importe, c'est la fonction, on va dire, le rôle, la posture de guide qui va s'exprimer avec Jupiter en Sagittaire. C'est aussi une configuration vraiment intéressante pour justement développer la connexion avec l'intuition, puisque donc le Sagittaire est très relié à la thématique et au plan de l'intuition. Euh, donc voilà, on la considère comme une planète bénéfique. Alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, parce que il n'y a pas de planète maléfique en soi. Donc s'il n'y a pas de planète maléfique, il n'y a pas de planète bénéfique, ou alors elles le sont toutes, dans le sens où un thème astrologique est vraiment là pour nous amener à évoluer en conscience et donc à faire des progrès, si je puis dire, que même les crises que nous vivons, ou les obstacles, les difficultés que nous traversons, sont fondamentalement là pour nous amener à, comme je disais avec Saturne, à corriger, redresser, à prendre nos responsabilités, à nous enrichir et donc voilà, à évoluer en conscience. Mais ce qu'on apprécie bien souvent chez Jupiter, c'est qu'elle nous amène un peu comme des cadeaux, des dons qui vont justement favoriser cette évolution de la conscience. Donc par exemple, encore une fois, avec Jupiter en Sagittaire, je vais peut-être non seulement avoir le goût du voyage, de l'étranger, mais aussi peut-être des facilités, des opportunités pour voyager. Ça peut venir de moi dans le sens où voilà, je n'ai pas peur de partir à l'aventure et de faire des voyages à l'international et puis peut-être même seul, mais je peux aussi avoir oui, des opportunités et des inspirations sur où aller, quand y aller, dans quelles conditions. Ça vient peut-être un peu plus facilement que pour d'autres personnes qui ne travaillent pas comme ça avec le Sagittaire de la maison 9 ou qui ont une autre configuration pour cette planète. Donc effectivement, c'est la planète qui nous accompagne dans notre évolution de conscience et qui nous dit que c'est ce chemin qui peut être particulièrement intéressant à suivre pour évoluer et qu'ensuite, quand notre conscience a évolué, là aussi, on peut retransmettre ce que nous avons vécu et compris, assimilé. Donc voilà pour Jupiter. Continuons avec cette fois les deux planètes qui ont une connexion avec les notions de désir et d'aspiration, à savoir Mars et Neptune. Donc Mars est considéré en astrologie ésotérique comme la planète d'idéal d'action personnelle. En gros, elle va nous montrer ce qui nous met en route, ce qui nous motive, mais là aussi, ce qui est moteur, mais là aussi où nous pouvons avoir presque un élan combatif, alors presque carrément des fois, hein, parce que selon les signes dans lesquels se trouve Mars, l'élan de combativité peut être particulièrement stimulé. Mais aussi, elle va nous montrer les thématiques qui peuvent nous faire réagir et sur lesquelles on va éventuellement déployer une certaine énergie de combativité, être un peu peut-être aussi dans la compétition ou être dans l'effort, la lutte. Hein. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il y a cette énergie très proactive, mais qui peut être aussi combative et parfois à l'excès, ou qui peut manquer s'il y a aussi des indications d'inhibition de Mars. Hein. Donc lutte, effort, compétition, guerre. Alors guerre au sens à tous les sens en fait du terme, hein, là où je peux avoir aussi à faire face à des peurs et je vais devoir combattre mes propres peurs, mes propres obstacles. Je vais devoir peut-être m'affirmer, m'opposer, et puis peut-être effectivement dans certains cas c'est une planète qui peut agir pour provoquer des guerres en fait. Hein.
Donc, elle nous accompagne aussi, hein, dans notre chemin d'évolution, puisqu'elle va nous montrer ce que nous désirons et ce que nous allons rechercher de façon très active. Encore une fois, vraiment, on va s'investir et voilà, on va revendiquer ce que l'on veut. Alors évidemment, cette combativité peut être teintée différemment, s'exprimer différemment selon le type de signe dans lequel elle se trouve. Si elle est en signe de feu, ce sera une combativité quand même bien plus affichée et visible que si elle est en signe d'eau, parce que les signes d'eau vont apporter une certaine douceur. Donc par exemple, Mars, qui est très relié au Bélier, donne justement un signe qui est assez naturellement combatif. Donc en plus, si vous avez, je sais pas, le Soleil et Mars en Bélier, là, il y a quand même un côté combatif, compétitif, affirmatif qui est très présent. Par contre, dans le cas là de l'exemple que j'ai pris, on a donc affaire au thème de Robin Williams, donc qui avait Mars en cancer, il était en même temps du signe du cancer. Donc si son heure de naissance est exacte, il était pardon, visiblement ascendant scorpion, et son soleil en cancer était en maison 9 et Mars était en maison 8. Donc Mars en scorpion maison 8, ça peut aussi, comme avec un peu Van Gogh, participer à des personnalités très sensibles et quelque peu torturées. Parce que Mars en cancer, donc c'est un Mars qui est dans un signe d'eau. Alors, ça peut déjà vouloir dire qu'il y a une importance forte accordée à la famille, l'habitation. Alors, je ne connais pas bien, hein, la vie de Robin Williams, mais voilà, visiblement, il pouvait avoir un attrait fort pour la cellule familiale, mais après, ça dépend aussi de ce qu'il a vécu, lui, au niveau de sa famille. Dans quel contexte familial il a grandi, comme il avait Uranus également en cancer en maison 8, je suis pas sûre qu'il ait eu un contexte familial particulièrement soutenant, aidant. Je me demande s'il n'y avait pas quand même beaucoup de conflits et peut-être même des épreuves vécues au niveau familial. Et donc avec Mars en cancer, il a peut-être aussi voulu, lui, de son côté, pouvoir construire une famille qui était très certainement un peu différente, pour ne pas dire en opposition avec son modèle familial, mais il avait une sensibilité, voilà, très très forte, hein, Soleil et Mars en cancer. Bon, il y a encore les autres signes d'eau qui sont aussi sollicités, hein, l'ascendant Scorpion, la Lune en Poisson. Alors, la Lune en Poisson, excusez-moi si vous avez cette configuration dans votre thème de naissance, mais il y a quand même des prédispositions à la dépression avec une Lune en Poisson. Prédisposition, hein, attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez forcément tomber dans la dépression, mais parce qu'en fait, c'est une Lune qui montre une tendance à l'accumulation des émotions négatives, à une difficulté aussi de guérison des traumas ou des manques affectifs, et en fait, on devient un peu comme une cocotte minute qui, à un moment donné, peut avoir tendance effectivement oui, à aller vers cette énergie d'inertie et de dépression que l'on va, que l'on peut ressentir. Donc, il avait de toute façon une sensibilité forte, il avait très certainement un vrai affect, hein, parce qu'avec Mars en cancer, il y a un côté généreux, bienveillant, empathique, hein, des signes d'eau qui pouvaient être présents. Je ne sais pas si c'est investi beaucoup dans des causes, mais je ne serais pas étonnée qu'avec Mars en cancer en maison 8, il ait voulu changer un petit peu les choses, ou voilà, apporter quelque chose de bien par rapport à des situations difficiles. Il a peut-être aussi eu à lutter face à des addictions, parce qu'avec la maison 8 et le Scorpion, un côté sombre, ça peut être aussi des problématiques d'addiction. Mais voilà, une sensibilité forte et une combativité peut-être pour défendre la famille, défendre l'habitation, et puis défendre aussi. Après, la famille, elle peut être vécue au sens très large du terme, c'est-à-dire que ça peut être des personnes avec lesquelles on fait partie du même domaine, hein, voilà, il y a des métiers, hein, où on va parler de famille, hein, la famille d'acteurs par exemple, ou des métiers tels que, je sais pas, les pompiers, les policiers, les militaires, voilà, c'est des domaines où il y a des liens forts entre les personnes qui y travaillent, et donc on peut créer ou recréer une forme de noyau familial. Et je pense en fait il était un peu en quête, hein, d'une famille comme ça. Donc voilà, ça c'était une interprétation
un peu, si je puis dire, à l'arrache de ces configurations dans le thème de Robin Williams, à savoir que Mars gouverne aussi donc la maison 1, puisque c'est la maison du bélier dans le thème astrologique. Donc elle gouverne le bélier et le scorpion, donc deux signes qui sont quand même réputés être des signes combatifs et des signes très, parfois même militants. Alors surtout le scorpion, peut-être plus que le bélier. Le bélier ferait penser un peu aux soldats, aux militaires. Le scorpion ferait plus penser aux militants. Celui qui va chercher aussi à dénoncer des choses, à défendre des causes. En plus, Mars gouverne aussi le scorpion au niveau de l'âme. Et donc là, c'est tout le travail de transformation aussi que Mars active. C'est s'investir pour transformer, transmuter, évoluer sur le plan de la conscience. Donc Mars est très intéressante à activer quand on est justement un peu en baisse de régime. Parce que comme c'est la planète moteur et des motivations, si à un moment donné, on se dit oh là j'ai pas trop le moral ou j'ai pas trop d'énergie, reprenez dans votre thème où vous avez Mars et dites-vous que si vous mettez votre attention et votre focalisation sur votre configuration, vous allez peut-être, si tout se passe bien, retrouver un certain élan, un certain dynamique. Donc Mars en Cancer par exemple, là on retrouve son énergie, son dynamisme en contact avec sa famille. Encore faut-il que ça se passe bien au niveau familial, ou alors en étant chez soi tranquille, parce que l'habitation étant importante, quand ça ne va pas ou quand j'ai pas trop le moral, je vais me réfugier à la maison. Mais dans ces cas-là, ça veut dire aussi que c'est important d'avoir un lieu de vie dans lequel on se sente particulièrement bien. Donc ça vaut le coup aussi de peut-être à certains moments réinvestir sa maison, la redécorer, bouger un petit peu les meubles, refaire les peintures, etc., etc., avec cette optique de quel est le type d'environnement dans lequel je peux me sentir le mieux, dans la vision un peu cocooning de l'habitation. Donc s'entourer de couleurs, de meubles, voilà, d'objets qui font se sentir bien. Ça, c'est Mars en Cancer. Et donc, encore une fois, avec cette idée de pouvoir aussi se rebooster. Après, bon, je ne vais pas aller sur les autres configurations. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos consacrées à Mars. Il y a les 12 signes traités. Donc, voilà, si vous vous sentez, comme je disais, en baisse de régime, activez votre, activez votre Mars en signe et en maison. Neptune. Alors Neptune, on va être sur la dimension aspiration. Mars, c'est le désir, c'est très concret. C'est vraiment ce qui nous met en route, c'est notre moteur. Neptune, on n'est plus sur quelque chose de subtil, un peu même presque éthérique quelque part. Donc ça va demander tout un travail. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Neptune reste longtemps dans un même signe. Elle nous fait travailler au niveau générationnel à faire évoluer un peu des idéaux. Et donc des grandes valeurs, des grandes aspirations. Et donc Neptune travaille beaucoup à travers la sensibilité pour nous donner la vision des qualités sur un plan supérieur du signe dans lequel elle se trouve. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on développe cette sensibilité parce qu'au départ, on risque de percevoir le signe dans ses expressions un peu inférieures, un peu ça peut être un peu nébuleux. Donc, par exemple, pour Robin Williams, continuons avec son thème, il avait donc Neptune en balance. Donc, Neptune en balance, j'en parlais un peu avec Saturne en balance, il y a une très forte sensibilité à des notions de justice, de justesse, d'harmonie, d'équilibre. Mais ça peut aussi, au départ, nourrir une telle sensibilité que tout ce qui est vécu comme une injustice est particulièrement fort, particulièrement délicat à traiter. Je suis particulièrement affectée dès que je suis victime ou témoin d'une injustice. Ça peut me concerner comme ça peut éventuellement concerner des situations ou d'autres personnes, mais je vais le ressentir. Alors surtout pour Robin Williams avec ses signes d'eau, l'empathie, la fusion, vous savez qu'il pouvait ressentir, à mon avis, c'est mon interprétation, une injustice qui n'avait rien à voir avec lui, comme si c'était lui-même qui la vivait. Et du coup, ça peut activer aussi un certain désir de justice, voire une posture de justicier, avec peut-être aussi là le besoin de sortir de certaines projections de ce qui est juste, personnel, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de la façon d'intervenir en cas d'injustice. Donc voilà, des mirages à traverser pour comprendre vraiment ce que veut dire les qualités du signe dans lequel se trouve Neptune et les vivre sur un plan supérieur. C'est une planète qui nourrit aussi l'imagination.
et qui peut faire que si on a une capacité artistique, créative, ben, elle peut aussi nous guider à développer notre imagination artistique. Mais c'est une imagination qui va avoir quand même besoin d'être canalisée, hein, parce que si elle est débordante, ben, elle peut nous conduire aussi à la dramatisation. Voilà, encore une fois, c'est prendre des vessies pour des lanternes, tomber dans les mirages, c'est avancer dans une forme de brouillard, de nébulosité. Et donc, voilà, ça peut être un petit peu délicat à traverser, surtout des Neptunes en signe d'eau. Donc là, ça peut activer encore une fois le pathos, l'émotionnel et le manque de clarté d'esprit. Alors que c'est là, hein, dans les signes d'eau, pour nous permettre de développer une empathie, mais une empathie qui soit pas une empathie où je me fais absorber par les émotions négatives. C'est je perçois ce qui peut être de l'ordre d'un ressenti ou d'un vécu qui n'est pas le mien, mais je reste bien ancrée pour pouvoir agir avec un peu, si je puis dire, la tête froide sur les épaules et faire ce qui est le plus juste possible, en quelque sorte. Donc elle est considérée en astrologie ésotérique comme nous indiquant l'idéal de l'âme, afin donc d'affiner notre sensibilité, nos perceptions, nos ressentis, nos valeurs, nos croyances, pour les vivre de plus en plus sur les plans supérieurs du signe dans lequel elle se trouve. Elle nous guide aussi, comme je le disais, avec Jupiter et Mercure et Vénus dans le développement de l'intuition, mais aussi dans l'endurance et l'absence de peur, parce que il y a une notion aussi d'engagement quand même avec Neptune. Hein. C'est vraiment s'engager pour développer les qualités, les exprimer du signe dans lequel elle se trouve, et donc se détacher aussi le plus possible des aspects un peu voilà inférieurs, émotionnels, pathos, imagination exacerbée. Et donc passer à un ressenti plus, encore une fois, intuitif des qualités du signe dans lequel elle se trouve. Donc voilà pour Mars et Neptune. Continuons avec Pluton et Uranus. Je terminerai avec la Lune et l'ascendant. Donc Pluton et Uranus, ce sont deux planètes que j'ai mis ensemble parce qu'elles nous font travailler toutes les deux ce qu'on pourrait considérer comme étant de la destruction et de la libération. Uranus va dans ce sens un peu plus loin que Pluton, dans le sens où Uranus détruit pour reconstruire. Pluton ne fait que détruire, mais c'est son rôle, détruire. Alors si on n'aime pas le terme détruire, on peut le remplacer d'autres synonymes par se détacher, se libérer, se désinhiber, enfin, ou permettre de désinhiber ou de débloquer des choses, c'est vraiment le rôle de Pluton. En fait, Pluton, elle véhicule le rayon 1, qui est le rayon de la vie, le rayon de la volonté et du pouvoir. Donc Pluton, dans le thème, nous montre là où il y a un manque de vie, là où l'énergie de vie ne peut pas circuler, et ça bloque aussi la conscience, parce que s'il n'y a pas de la vie, il n'y a pas non plus la possibilité à la conscience d'évoluer. Donc, elle va nous montrer là où il peut y avoir des rigidités, des carcans, des inhibitions, des blocages à l'évolution de la conscience, à la circulation de l'énergie de vie. Et Pluton amène ça, elle amène la vie qui va détruire, un peu comme un fort courant d'eau viendrait détruire un barrage qui aura provoqué une espèce de stagnation. C'est ça Pluton, c'est voilà, on détruit comme ça peut circuler et l'eau peut aller alimenter des zones qui devenaient peut-être un peu stériles, mortes, parce qu'elles n'avaient pas, voilà, elles n'avaient pas accès à l'eau. Donc elle détruit ce qui fait obstacle. Et donc Pluton et Uranus vont ensemble aussi dans le sens où ce sont des planètes générationnelles, c'est-à-dire elles restent longtemps. Pluton peut rester entre 12 ans minimum, 30 ans maximum dans un même signe. Elle a un mouvement très particulier, un mouvement elliptique, donc elle a une amplitude de temps qui peut être très variable dans le signe, tandis qu'Uranus c'est 7 ans, 7 ans environ qu'elle reste dans un même signe. Donc ça laisse le temps de marquer une génération, mais de donner aussi, si je puis dire, une espèce de programme générationnel qui est donc un programme de libération, de destruction et de reconstruction de reconstruction sur des meilleures bases, de révolution avec donc Uranus. Donc c'est intéressant d'aller voir dans notre thème de naissance où se trouve Pluton pour identifier là justement où la conscience a pu être bloquée, où ça n'évolue plus, c'est devenu stagnant, ça manque de vie, il y a besoin justement de faire un petit peu sauter des verrous. C'est une bombe un peu symboliquement parlant. Hein. Pluton, d'ailleurs, c'est relié au plutonium, hein, comme Uranus est relié à l'uranium.
Donc il y a cette notion effectivement de faire sauter des trucs. Donc là, j'ai pris l'exemple en thème astrologique de Victor Hugo, qui en plus avait aussi son soleil dans le même signe que Pluton, donc à savoir en Poisson, donc les deux en maison 4. Donc Pluton est relié en fait à la mort et à la renaissance. Hein. C'est aussi tout ce qui est transformation, transmutation, métamorphose. Elle a une connexion étroite avec le Scorpion quand même, Pluton. Elle gouverne la maison 8, la maison du Scorpion, dans le thème astrologique. Et pour Victor Hugo, ben déjà, alors, bon, on avait très certainement affaire aussi à quelqu'un de très sensible, avec un soleil en Poisson, et donc quand même 4 planètes, hein, puisque Vénus y trouve, Mercure également, on va rajouter le nœud nord en Poisson. Et donc en maison 4 pour le Soleil, Pluton et Vénus. Et donc il y avait très certainement, alors au niveau familial, puisque la maison 4 gouverne la famille, il y avait très certainement des problématiques transgénérationnelles. De mémoire, parce que honnêtement, je suis pas allée revoir la vie de Victor Hugo, mais je sais qu'il avait perdu une fille et que ça avait été un événement dramatique. Et je pense qu'en fait, il y a une histoire transgénérationnelle de peut-être de mort d'enfants ou de décès assez dramatiques, et que peut-être que ça a créé aussi justement des énergies un peu bloquées, une émotion, enfin un émotionnel un peu perturbé qui a pu mener vraiment à tout ce qui est ouais, inhibition, blocage émotionnel. Je pense qu'il n'était pas non plus très très clair, très très net au niveau familial. Bon, voilà, je pense il a eu plusieurs aventures, donc il y a un côté aussi un peu caché où on fait des trucs, voilà. Alors après, je sais pas si sa femme était au courant, parce que je pense qu'elle aussi de son côté de mémoire avait ses propres aventures amoureuses, mais en tout cas, il y avait quelque chose à débloquer sur le plan familial, et je pense aussi qu'à un niveau plus collectif, il est venu aussi pour débloquer des choses, parce qu'il a beaucoup écrit quand même sur des ambiances où c'était des familles, où c'était des histoires qui concernaient des personnes dans des vécus familiaux, mais des vécus familiaux un peu toxiques, un peu voilà, des misérables, etc. Enfin, il y avait des rapports humains qui étaient pas forcément toujours très très juste, et je pense qu'il avait ce côté aussi à révéler et peut-être à rapprocher en fin de compte l'humanité. Donc Pluton au Verseau en maison 4, c'est libérer symboliquement, c'est libérer la famille d'un passé qui est dépassé. Voilà, hein, c'est en finir avec des histoires des histoires dans le vécu familial, qui en fait des histoires qui ne fonctionnent pas tout simplement. Donc retenez, hein, s'il y a une chose à retenir, c'est que Pluton nous parle de ce qui est à quelque sorte détruire, dont on a à se détacher, désinhiber, pour que les qualités du signe et de la maison dans lesquelles elle se trouve puissent être vécues de façon plus juste. Encore une fois, hein, c'est le cours d'eau qui doit pouvoir circuler librement, parce que à un moment donné, ça a été bloqué, ça a été inhibé, et donc des générations entières travaillent pour débloquer des choses, et plus on fait ce travail de façon consciente et active, plus on participe à un mouvement global de libération. D'ailleurs, Pluton est très relié aussi aux poissons, puisque c'est la planète de l'âme dans les poissons, et elle peut faire de quelqu'un qui a Pluton plus en poisson un libérateur. C'est vraiment quelqu'un qui est venu. On dit que le poisson, c'est le signe des sauveurs. Mais un sauveur, c'est aussi un libérateur. C'est peut-être même avant tout un libérateur. C'est-à-dire il vient débloquer des choses. Il vient permettre à l'énergie de la vie, à la conscience, de réellement circuler et évoluer. Donc, il vient amener des transformations qui sont vraiment attendues. Voilà, donc travail de destruction, mais un travail de libération fondamentalement. Donc elle gouverne effectivement l'âme au niveau des poissons, et très en lien avec le Scorpion et la maison 8. Donc voilà, c'est détruire pour pouvoir, c'est mourir pour pouvoir renaître en fait, Pluton, c'est ça le rôle. Mais alors attention, parce qu'il faut bien la canaliser cette énergie de destruction. Il ne s'agit pas de détruire pour détruire, voire effectivement peut-être même de tuer quelque part. C'est pas l'objectif. C'est pas les formes en elles-mêmes. C'est les carcans, les oppositions, c'est ce qui empêche la circulation, qui doit être voilà, qui doit être levé.
Uranus, planète également qui provoque des transformations, mais qui provoque surtout des révolutions, des réorganisations. Elle est très reliée au champ des innovations. On l'associe aux innovations techniques, technologiques, mais plus fondamentalement que ça, ce sont des évolutions et des révolutions sur le plan de la conscience, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évolution technique et technologique si on reste sur un niveau de conscience qui soit si je puis dire, passé inférieur. Donc c'est déjà des évolutions sur le plan de la conscience et ça permet aussi des évolutions techniques, des découvertes aussi technologiques. Donc pareil, elle va venir un peu détruire ce qui a fait son temps. Elle va lever des obstacles, mais avec cet élan aussi de reconstruction derrière. C'est on amène autre chose. On reconstruit sur des meilleures bases par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc, ça va affecter aussi bien le plan intellectuel, émotionnel que physique. C'est ça, Uranus, elle a le pouvoir de descendre à travers tous les plans de la manifestation et donc de provoquer vraiment des transformations et des révolutions d'une très grande profondeur. Ça peut être très chamboulant à vivre, Pluton et Uranus. Alors, il y a eu des générations qui ont eu Pluton et Uranus dans le même signe. C'était le cas, par exemple, pour la Vierge, où il était possible d'avoir Pluton et Uranus selon la période où on est né, dans ce même signe. Et donc, je vous dis pas comme ça a fait travailler la notion des valeurs, parce que la Vierge est très reliée à un aspect valeurs et notamment les valeurs morales, un peu le côté idéologique, la place des femmes, puisque la Vierge est la grande énergie féminine du zodiaque. Donc voilà, on est venu avec ceux qui ont cette configuration lever des blocages au niveau des valeurs qui étaient peut-être à un moment donné devenues trop étroites, trop conservatrices, patriarcales, enfin ce qu'on veut dépasser tout simplement pour amener. Alors avec Pluton, c'était juste on fait tomber ces valeurs-là. Avec Uranus, on amène des valeurs supérieures, des idéaux supérieurs, et on réorganise aussi la place des femmes et la vision que l'on peut aussi avoir du féminin dans le monde quelque part. Ce qui affecte aussi d'ailleurs le rapport avec la nature, puisque la nature c'est quand même une grande elle est portée par l'énergie féminine. Donc Uranus en Vierge a aussi contribué à faire revoir notre rapport à la nature, à l'environnement. Donc elle provoque effectivement donc des destructions sur tous les plans, mais elle est là aussi donc pour améliorer les conditions de vie. Elle provoque une réorganisation. Et c'est une planète aussi, alors ça on n'en parle pas beaucoup dans l'astrologie, je pense classique, mais c'est une planète qui est considérée comme nous ouvrant la porte d'accès au mystère. Donc elle a un côté très occulte aussi, et elle nous invite à acquérir une connaissance fine du signe qu'elle habite, c'est-à-dire une connaissance où on peut accéder à des aspects un peu secrets, mystérieux, occultes du signe. Elle nous amène à remonter aux grandes causes, aux principes, à la raison d'être des qualités du signe, mais aussi de nos expériences vécues en rapport avec le signe. Et elle stimule notre pouvoir créateur, puisqu'elle nous demande pas uniquement de détruire, mais aussi de reconstruire. Donc, comment on va reconstruire? Si on est en connexion avec les causes, les grands principes, on va pouvoir reconstruire sur du mieux. Par contre, si on a détruit, mais qu'on n'a pas compris, eh ben, on risque de reconstruire des trucs qui sont pareils que ce que l'on a détruit. Donc, il y a vraiment cette idée de remonter à des grandes causes, des principes, d'avoir une compréhension subtile pour s'assurer que ce qu'on va reconstruire par la suite sera mieux que ce qu'on a vécu, on a expérimenté précédemment. Et puis c'est une planète aussi qui peut inciter, notamment pour des personnes chez qui c'est la planète maîtresse, alors chez qui Uranus est la planète maîtresse, le Verseau et la Balance. Le Verseau au niveau de la personnalité, la Balance au niveau de l'âme. Et donc ça, c'est une planète qui incite au regroupement, au partenariat, aux alliances, au travail de groupe. Elle incite à se rassembler pour vraiment œuvrer autour de valeurs communes, autour d'une vision commune, autour d'un idéal commun. Elle est vraiment importante pour le travail de groupe. Donc si vous voulez savoir là où vous pouvez
coopérer et dans quoi vous pourriez coopérer avec d'autres personnes, même si vous n'êtes pas du signe du Verseau ou de la Balance. Allez voir notamment, pas uniquement, mais allez voir Uranus. Hein, vous pouvez aller voir Mercure pour savoir de quel sujet, Mercure et Vénus, de quel sujet vous aimez parler et donc des personnes avec lesquelles vous pouvez avoir des affinités sur le plan des centres d'intérêt intellectuels, voire des expériences vécues. Et pour un travail vraiment de coopération où il y aura un engagement, allez voir Uranus. Ça marche aussi un peu avec Jupiter, puisque donc expansion de la conscience avec Jupiter, ben, on peut avoir aussi intérêt à côtoyer des personnes qui ont des configurations similaires à notre Jupiter de naissance. Voilà, donc je termine avec les deux dernières configurations que je voulais traiter dans cette vidéo, à savoir la Lune et l'ascendant. Alors la Lune, je vais être assez rapide, pareil, il y a tout un ensemble de vidéos sur la Lune dans les 12 signes du zodiaque, et donc en astrologie ésotérique, ce qu'il faut retenir, c'est que la Lune, c'est pas positif. C'est d'ailleurs peut-être l'une des rares planètes qu'on peut considérer, mais en même temps, ça pourrait être un peu caricatural de dire ça, mais qu'elle nous montre, c'est pas qu'elle a elle-même, hein, c'est qu'elle nous montre un peu des choses lourdes que l'on peut porter, parce que elle est considérée en astrologie ésotérique comme représentant la prison de l'âme. Pourquoi? Parce qu'elle va représenter d'anciennes tendances issues de précédentes incarnations qui se sont un peu incrustées en nous et sur lesquelles on n'a pas toujours bien la conscience claire, mais que l'on va activer et reproduire en schéma automatique. C'est des conditionnements, des automatismes, des façons d'être qui nous paraissent naturelles, mais qui nous tirent plutôt vers le bas que favorisent notre élévation de la conscience, même notre bien-être. Voilà, elle renvoie à un passé qui est assez encombrant. Hein. Bon, dans le passé, il y a des choses évidemment positives, hein, c'est comme avec le karma, mais là, la Lune, c'est un passé qui peut être un petit peu encombrant. Un exemple, hein, par exemple, si vous avez la Lune en Taureau, vous pouvez avoir une sensibilité à la peur de manquer et ou à la peur de perdre. Donc ça peut être sur le plan matériel, financier, et donc ça va entraîner des comportements de sécurisation sans doute parfois excessifs, puisque ça peut provoquer une cristallisation dans des situations. Je ne quitterai pas mon travail, même s'il ne me plaît pas, même si je m'ennuie à mourir, même si ça se passe mal, parce que j'ai peur que ça me mette en danger sur un plan financier. Je ne quitterai pas mon conjoint, même si la relation n'a plus aucun avenir et peut-être même toxique, parce que là encore, j'ai peur que ça me mette en danger matériellement, voire aussi affectivement. J'ai peur de me retrouver seule. Hein, ça peut être aussi la peur de manquer sur le plan affectif. Et donc, ça enferme, ça bloque, ça cristallise et ça entrave l'écoute de l'âme. Hein, donc, bon, encore une fois, allez voir les vidéos sur la Lune pour savoir effectivement quelle est cette part un peu de instinctive, automatique, ombre qui peut retenir et bloquer. Mais après une Lune, c'est bien de le savoir, mais il ne faut pas trop non plus se prendre la tête avec. L'important, c'est de nourrir au départ les tendances de sa personnalité, c'est-à-dire son soleil, parce qu'avec le soleil, on est quand même très actif, on cherche à être acteur de notre vie, donc ça va à l'encontre des tendances plutôt inertes de la Lune, et après, ça va être l'ascendant, puisqu'avec l'ascendant, là, on est sur l'objectif de l'âme, et donc on est sur l'avenir, si vous voulez. Voilà, en fait, on pourrait dire que notre soleil, c'est notre présent. Notre présent, un présent qui dure, hein, c'est pas juste là maintenant, c'est notre présent, hein, c'est le moment actuel. La lune, c'est notre passé encombrant, et l'ascendant, c'est ce qui cherche à venir, c'est notre avenir, mais que là, dans le moment présent, en tant que personnalité, on peut contribuer, on peut s'engager à faire venir. On participe au travail de notre ascendant. Donc voilà, hein, donc la Lune peut aussi provoquer, faire remonter une hyper réactivité émotionnelle si les zones dans lesquelles elle travaille, si je puis dire, sont affectées. Comme je disais, Lune en Taureau, peur de manquer et de perdre, donc ça veut dire que dès que je vais me sentir en insécurité, ça va créer voilà, des comportements parfois un peu extrêmes, hein, de choix ou de non-choix, pour protéger ma sécurité et ma stabilité. Mais ce sont des mirages hein, derrière. Hein. Il va rien se passer de dramatique. On a peur voilà, on a peur, mais voilà, on n'est pas objectif quelque part. Donc l'ascendant représente le but, l'objectif de l'âme, ce qui doit être particulièrement développé pour permettre à la conscience de croître. Il est dit, quand on lit astrologie ésotérique,
que l'on a plus ou moins pendant cette incarnation le même ascendant, histoire d'arriver à le développer, à développer réellement ses qualités. Concernant le soleil, ce qu'il nous dit en fait, pareil, hein, quand on lit astrologie ésotérique, c'est un peu anecdotique, mais quand même, donc si nous avons par exemple notre soleil en Gémeaux, c'est que dans notre dernière précédente incarnation, nous sommes décédés au moment du mois du Gémeaux. Voilà, nous renaissons avec le soleil dans le signe dans lequel nous avons quitté l'incarnation dans la précédente incarnation. Voilà, donc si vous êtes du signe du Sagittaire, c'est que dans votre dernière incarnation, vous avez quitté votre enveloppe terrestre en novembre, décembre, la période qui correspond donc au mois du Sagittaire. Voilà, bon, c'est anecdotique, mais bon, ça peut être quand même intéressant à savoir. Et donc l'ascendant, alors on ne peut pas trop savoir où nous en sommes. Est-ce que c'est lié au degré de notre ascendant? Est-ce que si nous approchons du troisième décan de notre ascendant, ben, peut-être que nous sommes plutôt vers la fin de ces incarnations avec cet ascendant. Je sais pas, ça c'est pas dit hein, dans les livres. Enfin, en tout cas, je suis pas tombée dessus dans les livres d'Alice Bailey, donc astrologie ésotérique. Peut-être, ça pourrait venir, mais comme les décans, c'est aussi relié à une planète, chaque décan, hein, il y a donc 3 décans. Ça, je pourrais en reparler rapidement dans une prochaine vidéo. Ben, effectivement, peut-être que on a plus à travailler avec la planète du décan et c'est voilà, pas forcément lié au nombre d'incarnations qui nous reste à avoir. Mais bon, enfin, je sais pas comment on pourrait vérifier ça. Faudrait le prendre en termes. Ben, ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'on est à l'aise ou pas déjà avec les qualités du signe dans lequel se trouve notre ascendant. Est-ce qu'on arrive à les exprimer assez jeune dans notre enfance, adolescence et dans notre vie d'adulte assez facilement, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, qu'on doit cultiver ou qu'on doit débloquer? Peut-être que ça aussi, ce sont des indicateurs du nombre d'incarnations qu'on a eu avec ce même ascendant, puisque plus on a travaillé, plus c'est censé nous être familier et donc facile. Mais voilà, c'est vraiment les qualités du signe à développer, particulièrement quand on arrive autour de la quarantaine, hein, puisqu'il participe à la fameuse crise de la quarantaine avec notamment Uranus et Saturne. Pluton aussi, hein. Donc crise de la quarantaine, ça commence vers les 37 ans à peu près, ça dure jusqu'à 42 ans, où c'est un moment de grande réorganisation, de priorités, de valeurs, et donc par la suite, hein, de style de vie, puisque donc l'ascendant tendant à prendre en quelque sorte le dessus, il va demander à ce que ses qualités, son énergie soit davantage écoutée, considérée que le signe solaire. Le signe solaire sera toujours présent, toujours important, mais quelque part, ben voilà, ça a été travaillé, acquis, ça doit passer un petit peu au second plan, ça doit servir plus d'outils que d'objectifs en soi. Au départ, dans la vie, c'est un objectif d'évolution, c'est un objectif de développement de l'individualité, mais dans un deuxième temps, c'est l'ascendant avec ses qualités qui devient l'objectif majeur, et donc la personnalité continue à exister, mais voilà, passe un petit peu au second plan. Et la quarantaine, c'est un moment un peu de crise entre les deux, hein, de friction entre l'énergie solaire et l'énergie de l'ascendant. Et puis des autres planètes aussi qui, elles, pareil, hein, cherchent à élever le niveau de conscience et donc le niveau sur lequel on vit, les qualités dans lesquelles elles se trouvent. Donc l'ascendant représente en fin de compte la vraie voie du bonheur et de la pleine réalisation dans la présente incarnation. C'est notre voie de développement non seulement personnel, mais aussi spirituel. C'est l'ascendant. Alors, il est présent de tout temps, hein, évidemment. Hein, il est présent dans l'enfance, il est présent dans l'adolescence, mais là, à ce moment-là, il est un peu en arrière-fond. C'est vraiment autour de la quarantaine qu'il va chercher à prendre le dessus. Il devient donc de plus en plus puissant avec les années. Il donne donc aussi des indications sur la voie de service, parce que l'âme, en fait, hein, l'âme est ensemble, elle est unité. Hein, il n'y a pas de moi-je avec l'âme, hein, c'est le nous, en fait. Et donc, elle cherche aussi à exprimer, alors, pour dire simple, hein, on va parler d'une forme de contribution,
dans le monde, et donc ce sont les qualités de notre ascendant qui peuvent montrer quelle est un petit peu les notes, les spécificités de cette voie du service en nous concernant. Donc 2 exemples pour faire vite, mais encore une fois, hein, il y a les 12 vidéos hein, sur les 12 ascendants possibles. Un ascendant Bélier, donc peut dire que, alors c'est une énergie d'initiation, c'est le premier signe du zodiaque, c'est une énergie de vie. Donc ça veut dire que déjà soi-même, on est venu se reconnecter à cette énergie de vie, et qu'on est très, très certainement venu prendre des nouveaux départs au cours de notre vie, peut-être même se réconcilier avec l'incarnation, s'il y avait une difficulté ou un refus de l'incarnation. On remet un peu les compteurs à zéro avec un ascendant Bélier, ce qui veut dire aussi qu'on va très certainement se distinguer de sa famille. On va faire les choses différemment, on va voir différemment, donc ça peut donner aussi le sentiment dès l'enfance de pas être tout à fait raccord avec les valeurs et le style de vie familial, parce que, encore une fois, hein, c'est un programme un peu, entre guillemets, d'incarnation, c'est d'exister en tant que soi-même, et donc de pouvoir aller vers son individualité. Et quand ça s'exprime au niveau vraiment de la voie du service, ça veut dire qu'on devient un initiateur, ça veut dire qu'on est quelqu'un dont la voie de service, c'est d'apporter des idées nouvelles, c'est de permettre aussi peut-être de libérer ou d'accompagner l'expression pleine et entière de ce qui doit être, d'amener une certaine, je ne sais pas si on peut dire vérité, mais en tout cas d'amener une énergie de vie, une énergie donc d'initiation. Si on est ascendant Gémeaux de naissance, ça veut dire qu'on est venu cultiver une forme de connexion et que ça va se traduire par de plus en plus d'ouverture au cours de la vie. Alors au départ, peut-être qu'on est dans une famille qui manque d'ouverture, une famille un peu cloisonnée, un peu repliée sur elle-même, peut-être même ça communique pas très bien ou pas beaucoup. Par contre, si ça a été déjà bien travaillé au cours de présente incarnation, on va venir dans une famille où ça va, ça communique et ça s'ouvre, mais on doit encore nous passer sur un palier supérieur. Et en fait, on va être stimulé à vivre des expériences différentes, nouvelles que ce qui a pu être apporté par la famille dans laquelle on a grandi. Et sur un plan de la voie de service, la connexion devient la connexion au plan supérieur. Et c'est là où on peut avoir l'apparition d'un messager divin, c'est-à-dire de quelqu'un qui va capter des messages, des informations, des inspirations. Ça peut donner des écrivains inspirés, ça peut donner des personnes qui vont accompagner d'autres personnes à se connecter avec leur soi supérieur, et qui vont effectivement développer des capacités oui, de connexion. Au départ, c'est le développement de la communication, donc ça peut donner aussi l'envie de faire des stages de communication, des stages autour de l'expression, etc. Mais ça, on va dire, c'est encore sur le plan personnel, formel, et voilà, c'est un stade à traverser. Après, c'est une connexion qui se fait avec des plans supérieurs. Donc voilà, c'était 2 exemples, mais évidemment, allez voir pour les 12 signes du zodiaque, en tout cas pour le signe pour lequel vous êtes concerné au niveau de l'ascendant. Pour rappel, hein, l'ascendant se calcule avec non seulement votre date et lieu de naissance, mais votre heure. Hein. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous ne pouvez pas avoir votre ascendant. Donc l'heure de naissance, normalement, elle est notée dans le livret de famille. Quand les parents s'en rappellent, ils peuvent aussi vous le dire. Ou éventuellement, j'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est tout à fait exact, que certaines approches telles que le pendule, la kinésiologie, peuvent aussi aider à trouver son heure de naissance quand on n'a pas de documents officiels ou de parents qui peuvent nous l'indiquer. Voilà pour cette première partie un peu de récap et présentation générale des configurations du thème de naissance. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie et pour la suite aussi de cette nouvelle série de vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.